Depuis plus de 20 ans, tous ceux qui observent la Russie connaissent une vérité fondamentale. Poutine reste au pouvoir, non pas parce qu'il est aimé, mais parce qu'il a construit un système de contrôle que personne ne pouvait pénétrer. Un système de police et de sécurité qui surveille tout, qui contrôle tout, qui écrase toute menace. Avant même sa naissance, c'était cela qui maintenait le régime debout, pas l'armée, pas l'économie, mais ce système interne qui contrôlait chaque mouvement de la population. Mais quelque chose a commencé à se fissurer, pas sur les lignes de front en Ukraine, pas dans les sanctions économiques, mais à l'intérieur même du système. Ceux qui ont passé des décennies à défendre le régime et qui savent tout, tous les secrets qui sont à la base de ce contrôle s'échappent et, lorsqu'ils partent, ils ne partent pas les mains vides. Laisse-moi t'expliquer exactement ce qui se passe et pourquoi. C'est bien plus dangereux pour Poutine que n'importe quelle armée ennemie. Pendant des siècles, la Russie a fonctionné comme un État policier. Le pouvoir a toujours été centralisé à Moscou, et ce pouvoir a toujours dépendu d'une seule chose. Une force de sécurité immense, loyale et capable de surveiller chaque coin du pays. Cette force protégeait le régime, éliminait les dissidents et maintenait un contrôle absolu sur qui pouvait utiliser la violence. Mais maintenant, à la fin de 2025, cette protection n'est pas seulement affaiblie, elle est en train de s'effondrer. Et ce qui est encore plus surprenant, c'est que cela ne se produit pas à cause de pressions extérieures. Ce ne sont pas les chars de l'OTAN qui détruisent les commissariats, c'est quelque chose de bien plus profond et effrayant. C'est le système lui-même qui est détruit par les mêmes personnes qui devraient le protéger. Les policiers, les enquêteurs et les agents qui ont juré de protéger Poutine abandonnent leur poste. Maintenant, vous pouvez penser à des policiers qui quittent leur travail. Cela ne semble pas si extraordinaire que ça, mais nous ne parlons pas de simples patrouilleurs quittant leur poste pour de meilleurs salaires. Nous parlons de quelque chose de complètement différent. Nous parlons de personnes au sommet de la hiérarchie, de personnes qui ont passé leur vie dans le système, de personnes qui connaissent les secrets les plus dangereux du régime. Olga Romanova, fondatrice de l'organisation Russie Assise, a révélé des données accablantes sur qui exactement est en train de fuir. Parmi ceux qui quittent le pays, il y a des enquêteurs de haut niveau du comité d'enquête de la Fédération de Russie. Réfléchissez-y une seconde. Ce comité, c'est l'équivalent russe du FBI américain, mais avec des pouvoirs encore plus étendus. C'est l'agence chargée de protéger les secrets les plus confidentiels de l'État, d'enquêter sur les crimes contre le régime lui-même. Et maintenant, ces personnes sont en Occident. Romanova mentionne un haut responsable déserteur qu'elle connaît personnellement et qui est en ce moment, probablement au Royaume-Uni, en train d'écrire une thèse sur les violations des droits de l'homme en Russie. Imaginez la situation. Une personne qui enquêtait sur les affaires les plus importantes du régime, qui avait un accès direct aux secrets les mieux gardés de l'État. Maintenant, elle révèle tout cela aux services de renseignement occidentaux et au monde académique. Mais il y a quelque chose d'encore plus dévastateur. 4 hauts responsables du service fédéral pénitentiaire de Russie, connus sous le sigle FSN, témoignent actuellement devant la Cour pénale internationale. Ce ne sont pas des observateurs extérieurs rapportant des abus qu'ils ont vus de loin. Ce sont les hommes qui ont personnellement été témoins et, dans de nombreux cas, facilité les ordres de torture systématique de civils ukrainiens et de prisonniers de guerre dans les prisons russes. Leurs témoignages sont décrits comme bien plus dévastateurs que les rapports de l'Organisation des Nations Unies. Ils n'étaient pas de simples spectateurs. Ils étaient les rouages qui faisaient fonctionner le système. Et maintenant, ils décrivent en détail comment ce système fonctionnait, basé sur la violence et le sang. Ils montrent à la Cour internationale toute la chaîne de commandement, prouvant que les ordres de torture venaient directement de Moscou. En d'autres termes, les anciens gardiens du régime sont devenus des témoins vedettes contre Poutine. Alors la question évidente se pose. Pourquoi cela se produit-il maintenant ? Pourquoi, après des décennies de loyauté, ces hommes abandonnent-ils le navire ? La réponse comporte 2 volets. Tout d'abord, il y a une raison économique brutale.
La guerre a créé une différence absurde dans les salaires, ce qui a rendu économiquement impossible de maintenir des policiers dans les rues. Je vais te donner les chiffres pour que tu comprennes l'ampleur du problème. Un policier de patrouille en Russie gagne en moyenne 38 000 roubles par mois, ce qui équivaut à environ 380 $. Ce montant est moins élevé que le salaire d'un caissier à Moscou. Pendant ce temps, Poutine offre des primes de signature allant jusqu'à 200 000 roubles et des salaires élevés à ceux qui s'engagent dans l'armée. Un policier s'assoit à son bureau et voit son collègue partir au front, gagnant 5 fois son salaire. Ou il voit un ouvrier de l'industrie de la défense vivre dans un confort bien supérieur au sien. Cela entraîne un manque historique de personnel. Exactement. Le ministre de l'Intérieur, Vladimir Kolokoltsev, a été contraint d'admettre la situation publiquement. Selon les données publiées, le ministère de l'Intérieur fait face à un déficit de 172 000 personnes. Réfléchis à ce chiffre un instant, 172 000 postes vacants. Selon une étude, plus d'un tiers de tous les postes de police en Russie sont vacants. Dans certaines régions, en particulier à l'est des montagnes de l'Oural, et dans le volatile Caucase du Nord, les effectifs de police ont diminué de 50% au cours des 5 dernières années. Dans certains districts reculés, le taux de vacance atteint 90%. Il n'y a plus de policiers dans les villages de la Russie rurale. Dans certaines villes, dans la région de Leningrad, un seul policier de patrouille essaie de faire le travail qui était auparavant effectué par 7 officiers. Ville-région de Leningrad. Un policier patrouille en essayant de travailler. Il affirme qu'il n'y a tout simplement plus assez de personnes travaillant dans le système de sécurité publique. Des violences domestiques aux bagarres de rue, vols et fraudes. La police, premier contact du citoyen avec l'État, ne se rend plus sur les lieux des incidents faute de personnel. Mais voici le détail, ce n'est pas seulement une question d'argent. Il y a une deuxième raison, et celle-ci est psychologique. Olga Romanova rapporte que beaucoup de ceux qui fuient le font par peur. Peur de faire partie d'un État agressif. Peur d'être potentiellement envoyés sur les lignes de front. Peur de recevoir l'ordre de torturer des Ukrainiens. Ces policiers et enquêteurs voient maintenant que le système pourrit de l'intérieur et ils quittent le navire avant que le toit ne s'effondre sur eux. Et tu sais ce qui se passe quand les commissariats se vident. Quand il n'y a plus de police, d'autres forces apparaissent pour combler ce vide. Et c'est exactement ce que nous voyons en Russie. Maintenant, alors que la guerre entre dans sa 4e année, la société russe subit une transformation inquiétante. Selon des sources locales ukrainiennes, environ 500 000 anciens combattants reviennent du front. Et ils reviennent, non seulement avec leurs médailles, mais aussi avec des traumatismes graves et, surtout, avec les armes qu'ils ont rapportées avec eux. Ces hommes viennent d'un enfer où la violence était la seule solution. Et lorsqu'ils reviennent, ils ne trouvent ni soutien psychologique ni emploi qui leur verse leur salaire militaire. Le résultat ? Les meurtres, les agressions et les vols à main armée impliquant d'anciens soldats russes ont explosé, en particulier dans les zones urbaines du sud et de l'est du pays. Mais le plus dangereux, c'est la réaction de la population russe face à ce climat d'insécurité. Selon des rapports de la fondation Jamestown, les habitants de la Fédération de Russie s'arment à une échelle sans précédent. Plus de 20 millions d'armes de niveau militaire sont désormais entre les mains de civils russes. Réfléchissez-y un instant, 20 millions d'armes, dans de nombreuses régions, en particulier dans les républiques du Sud et les zones frontalières, des milices ethniques et nationalistes émergent. Ces groupes affirment qu'ils rendront justice eux-mêmes, là où la police ne peut pas intervenir. Et voici le détail troublant. Dans de nombreux cas, les autorités policières elles-mêmes sont obligées de travailler avec ces groupes, parce qu'elles n'ont pas assez de personnel. Cela donne de la légitimité à la violence des groupes d'hommes privés, et affaiblit encore davantage le pouvoir du gouvernement fédéral. Un incident récent illustre parfaitement ce changement. Dans la région de Transbaïkalie, des policiers tentant d'effectuer une expulsion de routine ont été accueillis par des tirs automatiques du propriétaire de la maison, blessant plusieurs agents. Cette résistance, jugée impensable il y a 10 ans,
est désormais presque courante. Les analystes de la fondation Jamestown avertissent que si cette résistance armée s'étend aux régions ethniques non russes, le Kremlin trouvera impossible de faire appliquer ses ordres parce qu'il n'y a tout simplement plus de policiers à envoyer. Mais, alors que le système de sécurité s'effondre, un deuxième problème survient en même temps, et celui-ci est silencieux, mais tout aussi mortel, l'effondrement des infrastructures de base. Pendant des années, la propagande du Kremlin a menacé de couper le gaz naturel vers l'Europe et de les laisser geler. Tu te souviens de ces vidéos infâmes où ils se moquaient de l'Europe en disant qu'elle allait geler ? L'histoire a répondu avec une ironie incroyable. Aujourd'hui, ce n'est pas l'Europe qui gèle. Aujourd'hui, ce sont les banlieues même de Moscou qui gèlent. Le vaste système de chauffage central de la Russie, connu sous le nom de communal, date de l'époque soviétique et ne tient plus le coup. La guerre a tout consumé. Elle n'a pas seulement privé les usines civiles de leurs ouvriers. La guerre a également englouti les budgets d'entretien des villes et emporté les soudeurs et les ingénieurs qui réparaient les canalisations. Ils sont tous partis pour l'industrie de guerre ou pour le front. Le résultat, c'est que des centaines de milliers de citoyens russes sont devenus des réfugiés dans leur propre maison, par des températures en dessous de zéro. Cela brise également l'accord fondamental qui a toujours existé entre Poutine et le peuple russe. Les gens ont renoncé à leur liberté en échange de la stabilité et d'une maison chauffée. À présent, ils n'ont ni liberté, ni sécurité, ni gaz pour se chauffer. Dans un pays qui est le plus grand exportateur d'énergie au monde, des gens qui meurent de froid, ce n'est pas une erreur de gestion. C'est la preuve à quel point les priorités du régime sont devenues déformées. Alors que le Kremlin dépense des millions de dollars en missiles pour détruire un village ukrainien, il n'arrive pas, ou ne veut pas, trouver 100 $ pour réparer un tuyau d'eau éclaté pour ses propres citoyens. Et cela nous amène à une question fondamentale. Que se passe-t-il dans un endroit où la police a disparu, où l'État a coupé les financements et où l'infrastructure de base s'est effondrée ? Le pouvoir central de Moscou commence à disparaître et, à sa place, apparaissent des gouverneurs locaux, dirigeant leur propre région comme des fiefs médiévaux. À ce moment-là, lorsque vous regardez la carte de la Fédération de Russie, vous voyez un seul pays. Mais sur le terrain, la situation est très différente. Ce grand vide dans les forces de police est déjà comblé par des entreprises de sécurité privées et des milices payées par les gouverneurs locaux. Le modèle que Ramzan Kadyrov a créé en Tchétchénie, où il a plus de pouvoir que Moscou, est en train de devenir un exemple pour d'autres régions. Les élites des régions riches en ressources, du Tatarstan à la Yakoutie, sentent que Moscou devient plus faible. Et voici la question dangereuse qui est chuchotée derrière des portes closes. Maintenant, si l'argent ne vient pas de Moscou, si la sécurité ne vient pas de Moscou, pourquoi les élites locales devraient-elles obéir aux ordres de Moscou ? Poutine a toujours dit que l'effondrement de l'Union soviétique était la plus grande catastrophe du siècle. Ironiquement pourtant, avec la machine de guerre qu'il a construite, qui concentre tout à Moscou et consomme toutes les ressources, Poutine conduit la Russie vers le même sort que l'Union soviétique en 1991. 1991. Et il y a un autre détail qui rend tout cela encore plus critique. L'isolement n'est pas seulement interne. Sergueï Lavrov, le diplomate vétéran, qui a été le visage de la politique étrangère russe pendant 30 ans, a été marginalisé. Il a perdu son rôle au G20 et n'a pas assisté au conseil ministériel de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe. Des rapports suggèrent que le président américain, Donald Trump, conseillé par Marco Rubio, a refusé une rencontre avec Lavrov en raison de son langage agressif. Cela montre que Poutine a perdu son dernier canal de communication rationnel avec le monde extérieur. Le Kremlin est désormais un lieu où chacun approuve Poutine, sans aucune voix critique extérieure. Et peut-être le plus effrayant,
La paranoïa s'est retournée contre les propres scientifiques de l'État. Le service fédéral de sécurité a commencé à arrêter des physiciens qui travaillent sur la technologie hypersonique, la technologie militaire la plus avancée dont dispose Poutine. Des scientifiques de premier plan comme Anatoly Maslov et Alexandre Shiplyuk ont été arrêtés pour des accusations de trahison. Le physicien Yaroslav Kudryav a dit quelque chose de très important à ce sujet. C'est du sabotage de la part des autorités contre leur propre science. Poutine, au nom de la protection des secrets, détruit les cerveaux qui produisent ces secrets. C'est un suicide stratégique. Mais alors, si tout cela nuit à la Russie, pourquoi Poutine ne s'arrête-t-il tout simplement pas ? Parce qu'avec tout qui s'effondre, l'économie montrant des signes d'effondrement, la police qui s'enfuit, les diplomates qui sont expulsés, pourquoi ne s'assoit-il pas à la table des négociations ? Une analyse récente nous donne quelques indices. Tout indique que le régime russe survit grâce à un conflit constant. Poutine semble tout miser sur une victoire impossible. Les pertes de l'armée russe sont si importantes que s'arrêter et admettre la défaite signifierait sa fin politique et physique. Il doit croire que la prochaine bataille apportera la victoire, même s'il sait qu'il a déjà trop perdu. Les élites de Poutine sont aussi piégées dans cette logique de peur. Tout le monde voit le navire couler, mais personne ne veut être le premier à essayer de partir, car ils savent que le FSB écrasera celui qui fera le premier mouvement. Mais ce silence ne vient pas de la loyauté, il vient de la terreur pure, et l'histoire nous enseigne quelque chose d'important. Lorsque la loyauté est basée uniquement sur la peur, elle disparaît au premier grand choc. Le cauchemar de Poutine, ce ne sont pas les chars de l'OTAN. Son cauchemar est bien plus simple. Des soldats furieux revenant du front avec leurs armes. Des policiers qui n'ont pas été payés depuis des mois, et une population qui souffre du froid et de la faim. Exactement le même scénario qui a renversé le tsar en 1900. 117. C'est pourquoi avoir 30% de policiers en moins est plus dangereux pour Poutine que de perdre des batailles en Ukraine. Sans police dans les rues, personne ne protège le régime du peuple russe. Les chiffres le prouvent. Alors que Poutine concentre toutes les ressources sur la guerre contre l'Ukraine, le contrôle de la Russie lui échappe des mains. La police est ce qui protège tout gouvernement, et cette protection disparaît en Russie. Lorsque des officiers de sécurité fuient pour témoigner contre Poutine à la Cour internationale, ce n'est pas seulement un problème de manque de personnel. Cela montre que le régime perd en crédibilité, tandis que Poutine tente de geler l'Ukraine. Il a plongé son propre pays dans un feu intérieur qui ne cesse de grandir. Les Russes s'arment, les tensions montent, et la protection dont disposait l'État font un peu plus chaque jour. Et maintenant, je veux connaître votre avis. Pensez-vous que cet effondrement interne pourrait vraiment faire tomber le régime de Poutine avant la fin de la guerre en Ukraine ? Laissez ici en bas, dans les commentaires, ce que vous en pensez, si cette vidéo vous a aidé à comprendre ce qui se passe vraiment derrière les gros titres. Partagez avec quelqu'un qui a aussi besoin de savoir cela, et abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos. À la prochaine.